Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je me présente, je m'appelle Amandine Gournay, je suis conseillère en développement durable et chargée de projet genre et environnement au Réseau des femmes en environnement et j'ai le plaisir d'animer ce panel ce soir. Dans le cadre de cette semaine qui suit la Journée internationale des droits des femmes, SUCO s'est associé au Réseau des femmes en environnement pour présenter une table ronde qui aborde les questions de genre et de gouvernance climatique. Et puis, notre panel vise à discuter de la façon dont les femmes, dans les sphères décisionnelles, influencent l'adoption de politiques liées au changement climatique et à parler du leadership féminin dans les sphères de gouvernance. Donc, on souhaitait aussi aborder la sous-représentation des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles et les conséquences pour la lutte au changement climatique. On est convaincu que le leadership des femmes et leur pleine participation au sein des instances décisionnelles sont deux éléments essentiels à une gouvernance climatique efficace et favorable à l'adoption de solutions d'adaptation et de mitigation des changements climatiques. Je vais vous présenter d'abord les deux organisations qui sont derrière ce panel. Donc, SUCO est un organisme international basé à Montréal depuis 1961 qui mobilise des gens, des savoirs et des ressources pour bâtir des systèmes alimentaires viables et renforcer la résilience climatique en s'assurant que la réalité des femmes est prise en compte et qu'elles participent aux décisions. SUCO intervient dans 10 pays en Amérique latine et Afrique de l'Ouest. Le Réseau de l'environnement est un organisme à but non lucratif basé à Montréal. On a pour mission de développer le pouvoir d'agir de nos membres, des personnes et des organisations pour améliorer la qualité de l'environnement, la santé et le bien-être. On existe depuis plus de 20 ans et on a acquis une expertise en éco-responsabilité dans plusieurs domaines, notamment milieu de travail, santé environnementale, communication responsable, événements éco-responsables, etc. Et je tiens à mentionner que le panel d'aujourd'hui est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Et merci aux productions Arborescence pour la retranscription web de l'événement. Donc, ce soir, on a réuni autour de la table virtuelle Rivelli Tuisseux, Marie-André Mauger et Linda Gagnon. Je vous remercie toutes les trois d'avoir accepté de prendre part à ce panel. Je voulais aussi dire merci à Lucie Pirat chez SUCO pour toute ton aide dans la recherche d'informations en vue du panel. Donc, je vais vous présenter une à une nos intervenantes. Donc, premièrement, Rivelli Tuisseux est présidente et fondatrice de SIDCHA, une société de conseil dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Elle est titulaire d'une maîtrise internationale en développement rural et gestion des projets. Elle a obtenu sa maîtrise en Europe à travers une bourse d'excellence prestigieuse qui se nomme Erasmus Mundus. Pour obtenir cette maîtrise, elle a étudié dans 6 grandes universités européennes, donc en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Hollande et même en Slovaquie. Elle est aussi diplômée de l'Université de Chang au Cameroun en tant qu'ingénieure agricole et agronomie, avec une spécialisation en gestion et financement d'entreprises agricoles et agroalimentaires. Avec plus de 17 ans d'expérience dans la gestion de projets en agriculture et en développement international, et ce, autant en Amérique du Nord, en Europe qu'en Afrique subsaharienne, elle arrive au constat que les femmes ne sont pas assez représentées dans les structures décisionnelles en agriculture et donc elle réalise présentement une thèse de doctorat sur cet enjeu touchant l'égalité de genre. Merci beaucoup, Rivelli, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Ensuite, je vais vous présenter Marie-André Mauger. Marie-André Mauger est élue dans l'arrondissement de Vertain depuis 2013. Elle a effectué 2 mandats comme conseillère d'arrondissement dans le district des Marchais Crawford. Depuis novembre dernier, Marie-André est mairesse de l'arrondissement de Verdun. Et puis, la réduction de notre empreinte écologique et notre adaptation face au changement climatique sont au cœur de son engagement politique. Nommée membre du comité exécutif de la Ville de Montréal en novembre 2021, elle y est responsable de la transition écologique et de l'environnement. Merci beaucoup, Marie-André, de vous être libérée pour être avec nous ce soir. Ça me fait bien plaisir. Un plaisir pour moi aussi. Et puis finalement, Linda Gagnon. Donc, Linda est chargée de programme depuis 2006 à SUCO. Elle travaille plus spécifiquement sur les questions reliées à l'égalité entre les genres et elle s'intéresse particulièrement aux enjeux et aux défis liés à la participation des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles et aux impacts des changements climatiques sur les femmes. Donc, Linda a travaillé durant plus de 16 ans en Amérique latine pour diverses
ONG de coopération. Et puis au Guatemala, elle a pris part à la mission des Nations unies en tant que vérificatrice des accords de paix. Elle a longtemps milité et travaillé dans les groupes de femmes à Montréal avant de partir à l'étranger à la fin des années 80. Donc, merci beaucoup, Linda, et merci à vous trois d'avoir accepté de prendre part à l'événement. Donc, je vais commencer par mettre la table sur les grands enjeux, puis ensuite, je vais laisser la parole aux différentes intervenantes en mode table ronde. Et puis, on a prévu une période à la fin pour les questions du public. Donc, dans les pays en voie de développement, les femmes jouent souvent un rôle prépondérant dans la gestion et l'utilisation des ressources. Par contre, elles sont souvent sous-représentées dans les sphères de gouvernance. L'agriculture, c'est un bon exemple. Je crois que Rivelli va d'ailleurs en parler, puisqu'elle a constaté que les femmes étaient encore minoritaires dans le processus de prise de décision des instances agricoles coopératives. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que les femmes sont démesurément impactées par les changements climatiques, que ce soit ici ou ailleurs, pour plusieurs raisons. Elles ont souvent des revenus plus faibles, elles ont plus de chances de se retrouver en situation de pauvreté à l'échelle mondiale, elles subissent de la discrimination dans l'accès aux ressources, elles sont moins résistantes aux vagues de chaleur pour des raisons physiologiques. Il y a plusieurs problématiques environnementales qui peuvent nuire à leur santé reproductive. Certaines de leurs tâches deviennent plus difficiles puisque les conséquences des changements climatiques vont générer une charge de travail accrue. Aussi, suite à des événements climatiques extrêmes, on constate souvent une augmentation de violence envers les femmes. Un bon exemple, c'est la crise du verglas au Québec avec l'augmentation de violences domestiques qui a suivi cette crise. Donc, vous le savez peut-être déjà, mais les changements climatiques ne sont pas neutres du point de vue du genre. Les femmes sont plus vulnérables, particulièrement les femmes du Sud, les femmes autochtones, les femmes racisées, bref, des femmes qui vont se trouver à la croisée de plusieurs systèmes d'oppression. Donc, il y a plusieurs intersections entre le genre et la gouvernance climatique. Donc, d'un côté, les femmes sont sous-représentées dans les instances décisionnelles. Et là, j'ai quelques chiffres. Selon les chiffres de UN Women, donc ONU Femmes, seulement 21% de ministres en 2021 étaient des femmes, avec seulement 14 pays qui avaient 50% ou plus de femmes dans leur ministère. Et puis, les femmes exercent les fonctions de chef d'État ou de gouvernement dans seulement 22 pays. Il y a 119 pays qui n'ont jamais été dirigés par une femme. Et puis, au rythme actuel, selon les prédictions de UN Women, toujours, il faudrait 130 ans pour que la parité dans les décisions politiques du plus haut niveau soit atteinte. Puis d'un autre côté, lorsque les femmes se trouvent dans ces instances décisionnelles, elles auraient tendance à adopter des politiques plus contraignantes en faveur de la protection de l'environnement. Donc, une étude a révélé que les pays dans lesquels plus de femmes siègent dans les parlements nationaux ont tendance à adopter des politiques plus strictes en matière de changement climatique. Puis, une autre étude sur la représentation des femmes dans les parlements a montré que les pays dans lesquels siègent plus de femmes sont également plus susceptibles de désigner des aires protégées. Un autre exemple éloquent que je voulais aborder, c'est la représentation des femmes dans les conférences des partis, donc les COP, qui sont la plus haute autorité de prise de décision de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, à la COP 25 à Madrid, 60% des délégués gouvernementaux et 73% des chefs et chefs adjoints de délégation étaient des hommes. Et puis, l'ONU a mené des études de cas et une de ces études-là montre que si les hommes représentent 51% des délégués gouvernementaux, ils sont 60% des orateurs actifs en séance plénière, donc la réunion à laquelle participent toutes les parties, puis ils s'exprimeraient pendant 74% du temps. Puis à la COP 26 de Glasgow en 2021, la voix des femmes avait moins de place que celle des hommes. Les délégations des États participants étaient composées à 65% d'hommes contre 35% de femmes. Et la COP26 a d'ailleurs été plus masculine que les 3 précédentes. Donc, c'est sûr que la répartition entre les genres est moins inégale que lors des premières COP dans les années 90, où les délégations étaient composées en moyenne de 88% d'hommes et 12% de femmes, mais il reste encore du chemin à faire. Petite parenthèse, je voulais mentionner que la liste fournie par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ne permet pas de comptabiliser les personnes non-binaires puisqu'elle va vraiment seulement utiliser les étiquettes hommes et femmes. Donc, c'est une petite limite, une grande limite en fait à l'étude.
Donc là, moi, je suis partie avec des exemples dans des sphères de décision qu'on pourrait dire un peu plus haut placées, donc au niveau des organes internationaux, avec nos différentes intervenantes. Ce qui est super intéressant ce soir, c'est qu'on va pouvoir aborder un enjeu global, donc la gouvernance des ressources naturelles, la gouvernance climatique, puis avoir plusieurs réponses différentes à plusieurs échelles de prise de décision. Donc, mesdames, ça va être super intéressant d'avoir vos trois différentes lunettes, vos trois différents regards sur la question. Donc, je vais maintenant leur laisser la parole si vous avez des questions. Merci de les inscrire dans le chat. On va les prendre en note et j'y reviendrai à la toute fin des trois interventions. Donc, voilà. Tout d'abord, Rivelli, je te céderai la parole. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Amandine, pour cette brillante introduction et pour cette mise en perspective quand on parle de gouvernance femmes, genre, en termes de changement climatique. C'est toujours un sujet à la fois passionnant et à la fois inquiétant, je dirais. Donc, ça combine les deux. C'est la raison pour laquelle des panels comme ceux-ci sont hyper intéressants parce qu'il faut questionner les choses, il faut réfléchir sur le pourquoi du comment, le passé, le présent, comment on envisage le futur en termes de genre, changement climatique. Mais moi, pourquoi déjà quand on parle de gouvernance, environnement, changement climatique, je pense à l'agriculture. Donc, je voudrais d'abord mettre ce contexte-là en jeu aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que l'agriculture est quand même au banc des accusés en ce qui concerne les émissions de CO2 dans l'atmosphère, qui est aussi l'un des accusés du réchauffement climatique. Donc, c'est intéressant de savoir que en tant qu'accusé, l'agriculture, disons au Canada, par exemple, c'est le troisième plus grand émetteur de CO2, juste après l'électricité, l'énergie, et le deuxième, c'est le transport, et après, c'est l'agriculture, autour de 8 à 10%. On parle de ces pourcentages-là. Donc, 45% pour l'industrie de transport, l'électricité, l'énergie. 28% pour le transport et 8 à 10% pour l'agriculture. C'est quand même énorme comme pourcentage. Et en France, disons, ce pourcentage est d'ailleurs plus élevé. Je voudrais juste comme aller dans notre pays pour montrer l'impact que l'agriculture peut avoir sur le réchauffement climatique, justement. En France, on parle de 19% d'émissions. C'est encore plus, le pourcentage est encore plus élevé qu'au Canada. Et l'agriculture est le deuxième accusé en termes de secteur émetteur de CO2 dans l'atmosphère. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les relations justement entre l'agriculture, les changements climatiques, là, ne se limitent pas seulement à ces émissions de gaz à effet de serre que je viens juste de mentionner des activités agricoles. L'agriculture, en retour, elle aussi, c'est un domaine très sensible, en fait. L'agriculture est très vulnérable au changement climatique, ça, il faut quand même le signaler. Disons, juste les précipitations extrêmes, tous les phénomènes climatiques extrêmes peuvent influencer de façon notoire la production agricole et de façon notoire négativement. Ce que je voudrais aussi mentionner, ce qui est important, c'est qu'avec le dérèglement climatique, là, les changements climatiques, ben, on voit apparaître de nouvelles pathologies en agriculture, on voit apparaître des contraintes sur la ressource eau qu'on ne voyait pas avant. Et ça impacte beaucoup le système agricole. Et l'agriculture est aussi un des éléments de l'empreinte carbone qui comprend également, disons, les gaz à effet de serre associés à l'industrie agroalimentaire, aux déplacements, y compris les déplacements internationaux des produits agricoles. Imaginons au Canada, nous mangeons les fraises du Mexique, nous mangeons les avocats du Pérou. Donc, l'empreinte carbone agricole est aussi très élevée. Et encore plus important, je dirais que ben, il faut questionner l'agriculture, questionner les systèmes agricoles. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas arrêter de manger aujourd'hui. Après la conférence de ce soir, nous n'allons pas arrêter de manger. On va manger demain matin. On va continuer à manger. Donc, un peu pour dire que la planète va continuer à être nourrie. Nous devons continuer à nous nourrir. Donc, la question, c'est comment est-ce que nous devons continuer à le faire de façon plus durable en termes de système agricole et de façon plus durable aussi en termes d'intégration genre dans tout ce processus-là.
Et je voudrais mentionner, avant de laisser un peu le secteur purement agricole de côté, que euh, quand on parle de vente des accusés en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une chose qu'il faut aussi noter, c'est que l'agriculture peut faire l'effet inverse également. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour réduire justement ces gaz à effet de serre-là. Donc, il y a aussi un effet inverse qui est important quand même à signaler. Euh, je dirais que dans le monde entier aujourd'hui, on développe des techniques agricoles qui peuvent aider à stocker justement le carbone. On a l'agroforesterie, par exemple, qui est très répandue dans les pays du Sud et qui est en train de se développer tranquillement dans les pays du Nord. On a la restauration des sols qui peut vraiment aider. On a les techniques de labour. On a les rotations des cultures, on a les plantations des légumineuses, on a plusieurs techniques justement qui aident le secteur agricole à recapturer le carbone. Et un autre point que je voudrais soulever et qui est d'actualité, c'est que l'agriculture, c'est un secteur très propice au développement des énergies renouvelables. Donc, la méthanisation des sous-produits agricoles, la biomasse pour la production de la chaleur, les emprises foncières pour l'implantation des éoliennes. Mais tout ça, c'est des nouvelles, des techniques de production d'énergie renouvelable qui, justement, contribue l'effet inverse, donc aide le système agricole à plutôt stocker le carbone. Donc là, on rentre dans les politiques. Comment on fait pour mettre ça en pratique? Ben, j'y reviendrai un peu plus tard. Maintenant, dans le vif du sujet, après avoir mis tout ce contexte-là, on comprend pourquoi est-ce que je trouve que c'est intéressant personnellement. Je fais de ça mon champ de recherche. Pourquoi, quand on parle d'environnement, de développement durable, je trouve que l'agriculture, c'est un secteur qui devrait occuper une place de choix. Là, on a quand même bien compris les enjeux. Et maintenant, la question de pourquoi est-ce qu'on parle des femmes en agriculture? Pourquoi est-ce que l'aspect genre, comme je disais tantôt, devrait intervenir? Mais ce n'est plus un secret. Les femmes occupent une place de choix dans l'essor du système agricole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est très connu. Les contributions en termes de pourcentage et de valeur de la production s'élèvera à près de 49%. Et Amandine a donné des très beaux exemples tantôt dans l'introduction. Donc, la femme, c'est un outil indispensable de l'appareil de production agricole. Mais malheureusement, il y a tout un travail que la femme fait dans ce système qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas pris en jeu, mais pourtant, ça fait partie intégrante du processus de production. Mais beaucoup l'appellent le travail invisible et moi, je nommerais ça comme le travail domestique carrément qui, les fermiers, les agricultrices, elles passent un temps fou à s'occuper de la famille et après, elles s'occupent aussi des exploitations agricoles, que ce soit dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. En ce terme-là, le schéma est le même. Et je dirais d'ailleurs que moi, mon champ de recherche, je suis plus intéressée par ce qui se passe dans les pays du Nord, parce que malheureusement, les agricultrices du Nord, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre ou en Australie, n'ont pas beaucoup eu d'attention. L'attention a été beaucoup portée vers les agriculteurs du Sud à partir de l'histoire, les programmes d'ajustement structurel, avec les coupures de financement des États du Sud. Le secteur agricole a attiré plus l'attention des chercheurs universitaires, mais les pays du Nord sont restés, les recherches dans les pays du Nord sont restées vraiment encore vides dans ce domaine-là. Donc, voilà, je reviens maintenant pour dire que oui, les agricultrices, les femmes en agriculture, c'est important d'en parler, c'est important de voir leur apport. Et on remarque d'ailleurs, disons, les 20-10 dernières années, que les femmes agricultrices ou les femmes tout court qui s'intéressent à l'environnement, à l'agriculture, elles sont de plus en plus nombreuses dans les universités, dans les écoles de formation. Donc, elles s'intéressent de plus en plus, elles sont formées, elles sont qualifiées, elles sont prêtes à relever le défi. Parce que 20 ans plus tard, surtout dans les pays du Nord, elles avaient reçu la reproche qu'elles soit elles ne venaient pas des familles agricoles, soit elles n'avaient pas la compétence nécessaire pour pratiquer le métier comme il se devait.
Et là, moi, je vais vous parler du conseil agricole. Justement, je m'en vais tranquillement vers ce processus-là de prise de décision qui gouverne l'agriculture. Tantôt, nous avons vu que l'agriculture contribue à l'émission et peut contribuer aussi à l'absorption du CO2. Ça prend des politiques. Ça prend des politiques pour mettre ça en œuvre. Et comment est-ce que les politiques font? Déjà, au bas niveau, on parle du conseil agricole. C'est quoi le conseil agricole? C'est cette structure qui chapeaute, qui gouverne l'agriculture. C'est cette structure-là dans laquelle l'agriculteur ou l'agricultrice, d'un côté, avec son conseiller ou sa conseillère, s'asseyent pour coproduire des connaissances. Ils s'asseyent ensemble pour discuter de ce qui va être mis en œuvre dans l'appareil de production agricole. On appelle cela le processus de coproduction de connaissances. Que ce soit la recherche même des financements, disons si le MAPA a un projet, disons le programme Prime Vert, je prends un exemple pratique, le programme Prime Vert qui vise à encourager les producteurs et les productrices à mettre en œuvre des belles pratiques agro-environnementales de protection de l'environnement, je veux dire. Mais l'agriculteur ou l'agricultrice en soi ne connaît pas tous les rouages, mais c'est son conseiller ou sa conseillère agricole qui justement l'aide à monter tout le dossier. Donc, le conseil, c'est aussi une porte d'accès au financement. C'est une porte d'accès à la connaissance parce que le conseiller ou la conseillère agricole, dans son laboratoire, après, dans le processus de renouvellement des connaissances, s'en va parler avec ses pairs, s'en va rechercher des informations dans les universités, pour venir justement nourrir l'agriculteur qui améliore son processus de production ou même ses pratiques agro-environnementales. Et justement, les conseillers agricoles, on a remarqué pendant les dernières années qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers agricoles justement sur ces instances-là. Les instances de coopératives, les instances qui gouvernent l'agriculture, les instances où les décisions, même pour la protection environnementale, se prennent. Ben, il n'y a pas de femmes. On constate qu'il y a très peu de femmes sur ces instances-là. Pourtant, il y a des études qui ont été menées, une récemment au Manitoba, ici au Canada, qui démontraient, Amandine l'a dit aussi tantôt dans l'introduction, que les femmes ont une meilleure propension à changer leurs pratiques. Si on dit que notre agriculture pollue, ça veut dire que nos pratiques, il faut qu'on les revisite, il faut qu'on les revise. Alors, une étude démontre que les femmes seraient plus aptes à changer leur pratique de production, à produire de façon plus durable. Mais malheureusement, elles ne sont pas présentes sur les instances de décision. Elles sont pas présentes sur les CA des coopératives. Elles sont très peu présentes sur les instances politiques, les instances de syndicats où justement ces décisions se prennent. Finalement, comment faire valoir leurs droits quand elles ne sont pas présentes? Donc, si on a 50% d'agricultrices qui contribuent, même si, disons, au Québec aujourd'hui, on parle de 27% d'agricultrices, en France, on parle de 26%, en Australie, on est pas mal dans les mêmes pourcentages, ça évolue pas depuis, c'est un peu stable depuis quelques années, mais c'est parce que, de notre point de vue, de mon point de vue personnel en tant que chercheur, je pense que la solution, ce serait justement de regarder si on ne peut pas plutôt donner plus de place aux femmes qui sont sur les structures de décision. On constate qu'il y a plus de femmes dans les organisations, mais quels sont les postes qu'elles occupent? Elles vont rarement donner l'appui technique, elles vont rarement le faire, elles vont rarement donner l'appui sur la mécanisation agricole, sur le conseil agronomique lui-même, mais elles vont plutôt être employées dans l'administration, employées dans la paperasse. Donc, c'est les premiers constats qu'on fait. Durant les prochaines années, on va essayer de creuser ça parce que c'est un domaine encore tout désert. La recherche n'a pas travaillé dessus et nous pensons qu'on peut finalement, quand on parle de femmes dans ces processus-là, ben, questionner justement pourquoi les conseillers agricoles ne sont pas représentés. Parce que imaginez-vous, vous êtes agricultrice, mais c'est sûr que la relation de confiance que vous développez avec votre conseiller ou votre conseillère, vous serez plus à l'aise si c'est une femme en tant que conseillère qui vient vous parler. D'ailleurs, il y a des langages très sexistes dans ce milieu-là. Quand les rares femmes qui ont le courage de se présenter sur ces instances de décision-là, on leur demande, mais où est le boss?
est-ce que le boss est absent aujourd'hui, même si elle est la responsable de l'exploitation, même si c'est son exploitation, elle n'est pas mariée, la question va revenir parce qu'elles sont tellement rares que quand une arrive, c'est comme, oui, tu n'es pas à la bonne place. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres panélistes de parler. On va peut-être plus échanger avec les questions et tout. De mon point de vue, les conseillers agricoles seraient la clé aussi au niveau local, régional, national pour aider à la mise en œuvre des meilleures pratiques agro-environnementales. Et plus on est représenté, ben, les décisions vont refléter une égalité sociétale qu'on n'a pas encore, mais c'est important qu'on l'atteigne si on veut mener une lutte efficace contre les changements climatiques, si on veut avoir des politiques beaucoup plus résilientes, si finalement on veut une société si on veut léguer aux générations futures une société qui ressemble au moins un peu à celle que nous avons trouvée. Ben, je vous remercie. J'ai hâte à la période des questions pour continuer mon propos parce que je pourrais m'éterniser là, mais ouais, je redonne la parole à Amandine pour la prochaine panéliste. Merci beaucoup, Rivélie. C'était super intéressant. Je suis contente que tu aies abordé. Bien, je trouve ça intéressant, puis en même temps, je trouve ça un peu choquant de voir que même lorsque les femmes vont se trouver dans une sphère de décision, qu'elles vont continuer à faire face à des défis. Ça ne s'arrête pas là, là. On continue à faire face à des défis. Tu parlais des remarques sexistes. Je trouve que c'est un très bon exemple que tu as soulevé. Puis aussi le fait que ça leur ferme énormément de portes de ne pas avoir accès à des espaces comme les conseils. Tu disais que c'est comme un peu, le conseil, c'est un peu une porte d'accès au financement, à la connaissance, donc c'est autant de choses auxquelles elles n'ont malheureusement pas accès, puis ça continue de les désavantager. Donc merci, c'était super, super intéressant. Yeah. Je vais ensuite passer la parole à Marie-André. Merci beaucoup. C'était en effet très intéressant d'entendre Rivélie. Bien que je sois une citadine pure et dure, je rêve de la ville nourricière. Donc, j'adore entendre parler des réalités de l'agriculture, peu importe où qu'on se trouve. Moi, je vais vous amener complètement ailleurs parce que je n'ai pas cette expertise-là, mais je vais plutôt vous parler du côté peut-être de l'engagement des femmes en politique et donc plus dans les sphères du pouvoir, si on peut dire, ou en tout cas de jouer un rôle plus décisionnel. Puis je dis ça avec une certaine gêne ou humilité parce que je me suis rendu compte quand même que en étant jeune élue il y a quelques années, premièrement, j'ai été élue en 2013 dans une posture d'élue municipale minoritaire. Donc, j'étais comme cantonnée dans un rôle d'opposition, mais quand on s'engage en politique, c'est pour changer le monde. Fait que là, on n'est pas préparé à juste être comme, tu n'as pas accès à l'information, puis tu n'as pas accès nécessairement à un rôle de premier plan. Et puis, les gens me voyaient quand même comme une personne qui avait comme accédé aux sphères du pouvoir. Et puis, moi, je me sentais très limitée. Mais c'est ça, je trouve, j'ai la chance d'être élue à un moment où Montréal vit la parité. La ville de Montréal, quand j'étais élue en 2013, on était moitié femme, moitié homme. Mais quand on grattait un peu plus, puis à la ville de Montréal, il y a 103 élus. Donc aujourd'hui, on a la mairesse de Montréal. Puis ensuite, il y a 19 arrondissements. Dans chacun des 19 arrondissements, il y a un maire ou une mairesse d'arrondissement. Puis ensuite, il y a un nombre de conseillers municipaux variables dans chacun des arrondissements, ce qui nous mène à un total de 103 élus. Et puis, c'est ça, on avait donc la parité. Mais quand on grattait, on se rendait compte que le maire de Montréal était un homme, c'était à l'époque de Nicodère.
il y avait beaucoup moins de femmes au poste de mairie d'arrondissement que d'hommes. Il y avait moins de femmes au poste de conseillère de ville que d'hommes. Puis après, à Montréal, il y a une autre catégorie de conseillers qu'on appelle les conseillers d'arrondissement. Et c'était mon cas. Moi, j'ai été conseillère d'arrondissement, donc ça veut dire que je ne siège que dans mon arrondissement et non pas au conseil de ville. Et ne siégeant pas au conseil de ville, je n'accède pas non plus au comité exécutif de la Ville de Montréal ou encore au conseil de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc là où on retrouvait le plus de femmes, c'était dans des rôles de conseillères d'arrondissement. Et puis, en 2017, on a cherché à briser des plafonds de verre et je me suis engagée avec Projet Montréal dès le départ de ma route. Donc, j'ai été élue aux côtés de Valérie Plante en 2013. On était toutes les deux conseillères. Et puis, Valérie Plante est devenue chef de Projet Montréal et ensuite mairesse de Montréal. Et là, pour la première fois depuis longtemps, on a eu un comité exécutif paritaire, donc autant d'hommes que de femmes. Et puis, cette fois-ci, c'est une des rares fois, là, dans ce mandat-ci, on a une femme qui est à la présidence du comité exécutif, Dominique Olivier, et pour la première fois, c'est une femme de couleur, parce que ça a toujours été des Blancs. Et comme dans notre premier mandat au pouvoir, si je peux dire 2017-2021, on a atteint la parité, et bien là, on s'était donné l'autre défi qui est d'être beaucoup mieux représentatif de la population. Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais les femmes, c'est pluriel. Et puis, on était très dans toutes des blanches natives du Québec et tout ça. Donc, je pense que dans la gouvernance, si on veut être représentatif de la population, bien, il faut au premier chef atteindre la parité, mais il faut aussi se mettre au défi d'aller plus loin et d'être capable de représenter la population dans tout ce qu'elle représente culturellement et socialement, économiquement et tout ça. Donc, d'avoir des gens autant très scolarisés que plus scolarisés, issus de vraiment différents milieux avec des bagages différents. Et c'est ce qui nous enrichit. Puis je pense que dans une perspective de changement climatique, c'est vraiment important pour éviter des angles morts. Et dans mon expérience d'élue, j'ai vu avec la mairesse Valérie Plante comment on a, comme administration, développé une sensibilité que je n'avais jamais remarquée avant. On a traversé la pandémie avec un souci de ne laisser personne derrière, une forme de bienveillance qu'on essaie d'amener dans l'appareil municipal. On a implanté depuis 2018 l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. On l'a amené à l'échelle de nos programmes politiques. On l'a amené même dans tout le programme d'investissement de la Ville de Montréal. Il faut analyser son projet dans la perspective de l'analyse différenciée selon les sexes avec la perspective intersectorielle pour aller plus loin dans l'offre de services du municipal puis de s'assurer qu'on rejoint tout le monde. Je vous donnerai peut-être quelques exemples là-dessus. Dans la ville, on va regarder est-ce qu'on se sent en sécurité ou pas? Est-ce que les femmes se sentent en sécurité? Donc, dans les transports collectifs, dans le réseau de transport actif, par exemple, on voit qu'il y a à peu près, dans la population des cyclistes, il y a à peu près le tiers qui sont des femmes. Donc, on voit que ce sont les hommes qui adoptent majoritairement la pratique du vélo pour leur déplacement actif. Et puis, on voit qu'en fait, c'est que ça touche au sentiment de sécurité puis à la sécurité des femmes. Donc, il faut faire des aménagements cyclables pour rejoindre les femmes et les populations plus vulnérables. Donc, on va chercher à faire davantage des pistes cyclables sécurisées, séparées de la circulation pour rendre cette infrastructure-là
plus équitable. Je vous dirais un autre sujet où on voit beaucoup de disparités, puis c'est un enjeu avec les changements climatiques en ville, c'est la question de l'habitation. Parce qu'on a identifié dans une grande démarche d'adaptation au changement climatique 6 grands aléas au changement climatique, dont l'augmentation moyenne des températures, l'augmentation des canicules, des périodes de sécheresse, des pluies abondantes et les tempêtes destructrices. Et puis, on voit que l'augmentation moyenne des températures, ça a un impact sur les îlots de chaleur. Et puis, là où on retrouve des îlots de chaleur, c'est dans des milieux très minéralisés, c'est pas dans les beaux quartiers bordés d'arbres et tout. Et puis, on voit que les femmes sont plus présentes dans les statistiques de pauvreté et tout ça. Donc, elles sont plus exposées au changement climatique en ville parce qu'on les retrouve plus dans des quartiers moins verdis, qui sont plus touchés par les îlots de chaleur. On le voit aussi dans les épisodes de canicule aussi. C'est souvent les personnes mal logées, des logements moins bien isolés où il va faire très, très chaud, qui ne sont pas nécessairement climatisés. Donc, on voit que les changements climatiques touchent plus fortement les personnes vulnérables et on retrouve parmi les personnes vulnérables les femmes, les jeunes enfants, les personnes à faible revenu, les personnes marginalisées ou en situation d'itinérance. Et ce que je lisais aussi, c'est, ça on le sait aussi, c'est souvent la femme qui porte le plus de responsabilités familiales, donc qui va plus s'occuper des enfants, des personnes aînées dans sa famille, donc qui va plus souvent jouer le rôle d'aidant naturel. Donc, lorsqu'il y a des canicules, elle va aussi s'occuper des personnes vulnérables autour d'elle, même dans sa position des fois de vulnérabilité. Donc, elle va être encore plus, ça va être encore plus exigeant pour les femmes. Donc, il faut penser à tout ça dans la façon dont on aménage la ville et qu'on se prépare au changement climatique. On a adopté à la Ville de Montréal le plan climat en décembre 2020 où on vise la réduction de nos gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et de devenir carboneutre d'ici 2050. Et puis, dans cette perspective-là, c'est un réflexe à adopter à la Ville de quand même si on veut réduire nos GES, de ne pas faire l'économie de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle parce qu'on peut avoir un impact plus grand sur certaines populations, dont les femmes. Et puis, je vous dirais bien humblement qu'on n'est pas si bien outillés que ça en ce moment pour... c'est pas un sujet qui est si documenté que ça dans la lutte au changement climatique. On a fait des constats, mais après ça, de trouver les solutions pour assurer notre adaptation, notre résilience et d'assurer donc une résilience inclusive et équitable, c'est difficile. On est dans finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les changements climatiques vont accentuer des inégalités sociales qui existent déjà. Et dans des villes comme une métropole comme Montréal, les défis sont encore plus grands. Et je trouve que la pandémie nous a montré déjà les points de vulnérabilité. Et on voit qu'est-ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment l'habitation. L'habitation, c'est le socle d'une communauté en santé. Et puis, c'est vraiment là-dessus que les paliers supérieurs, dans notre cas, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, doivent s'engager pour la santé de la population, là, bien sûr de pair avec la réduction des gaz à effet de serre, mais on ne s'en sortira pas sans ce volet-là. Moi, j'ai une perspective très municipale, mais aussi, je trouve que quand on regarde, tu sais, on a un inventaire des GES, puis on ne tient pas compte dans cet inventaire-là de la justice climatique, un peu de dire qui pollue et qui subit la pollution et qui décide des solutions ou à qui profite-t-elle? Parce que
puis je trouve que ça rejoint un peu notre empreinte GES en agriculture. À Montréal, exemple, n'est pas très forte. Ben oui, mais ce n'est pas parce qu'on a des leçons à donner aux autres de comment nous, on pratique notre agriculture. C'est parce que nos biens viennent d'ailleurs et puis notre bilan GES, c'est quelqu'un d'autre qui l'absorbe et c'est la même chose pour tous les biens qu'on achète outre-mer. Ben, c'est dans les pays producteurs qui ont le fardeau de l'empreinte GES et pas ici. Donc, je dirais même qu'on a un devoir d'exemplarité de réduire nos GES, mais aussi on a ce devoir de considérer notre consommation au regard de l'impact mondial que ça a. Et là-dessus, je pense que les femmes ont une sensibilité, ont une façon, ils ont c'est ça, une perspective différenciée par rapport aux enjeux. Et c'est là-dessus, je pense qu'en ayant des conseils municipaux puis des conseils d'administration le plus paritaire possible, c'est comme ça qu'on va développer une solidarité beaucoup plus que la simple performance d'atteindre nos cibles ou nos résultats, mais de le penser avec des valeurs sociales puis une solidarité qui va, je l'espère, contribuer à ce qu'on s'adapte au changement climatique qui nous guette. Voilà, je vais m'arrêter ici moi aussi parce que je préfère les périodes d'échange. Alors, je vous reviendrai plus tard. Parfait. Merci beaucoup, Marie-André. Super intéressant, encore une fois. Merci, ça donne espoir d'avoir des élus et élus comme vous. J'ai beaucoup aimé, en fait, l'argument selon lequel c'est d'avoir une parité dans les organes décisionnels. Ça permet d'avoir, en fait, c'est pertinent et c'est nécessaire pour éviter justement les angles morts. Intéressant aussi de remettre de l'avant que les femmes ont des perspectives différentes par rapport aux enjeux, mais aussi habitent différemment le territoire d'une municipalité. Tu as donné plein de bons exemples, notamment par rapport au vélo, aux îlots de chaleur et tout. C'est sûr que du fait que les femmes n'utilisent pas le territoire de la même façon, vivent les enjeux de façon différente. Puis à ce moment-là, c'est super intéressant et important d'avoir leur perspective sur ces enjeux-là. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Linda. Merci, Amandine. Je vais peut-être reprendre des choses des deux autres panélistes parce qu'il y a des choses qui se croisent beaucoup par rapport à la situation dans les pays dits du Sud, qui n'est pas un terme que j'aime beaucoup utiliser parce que géographiquement, ce n'est pas nécessairement au Sud. Puis peut-être, je vais préciser aussi certains éléments de la place des femmes dans les espaces décisionnels. Amandine parlait il y a eu un recensement d'ONU Femmes pour nous dire où est-ce que les femmes se retrouvent dans les parlements comme chefs d'État. En 2021, sur 190 pays qui ont été recensés et qui ont donné l'information, il y avait quand même 105 femmes qui étaient ministres de l'Environnement, ce qui m'a énormément étonnée. C'est quand même près de 55% des femmes qui seraient ministres de l'Environnement dans le monde. Mais on sait qu'en général, ce n'est pas les ministres de l'Environnement qui ont un grand pouvoir décisionnel. C'est plus souvent le ministère de l'Économie, le ministère de la Finance, l'Agriculture, l'Aménagement du territoire, les Travaux publics, la Justice, qui sont en général les ministères qui sont les plus susceptibles de prendre des décisions qui vont percoler vers toute la population. Et dans ces ministères-là, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il y a une moyenne de 78% d'hommes qui sont titulaires de ces ministères-là. Donc, on voit encore une fois que ce sont plus souvent les hommes qui régissent finalement la vie des populations. La voix des femmes est donc relativement marginale. Puis on pourrait se dire, comme Marie-André l'a mentionné,
si les femmes ne sont pas dans les hautes sphères, souvent on va penser qu'elles sont au niveau plus local, au niveau municipal. ONIFEM a aussi fait une analyse de la place des femmes dans les espaces de décision locale au niveau des mairies. Bon, dépendamment des pays, ce n'est pas nécessairement des mairies, c'est d'autres types de représentation, mais au niveau des femmes élues. Et on s'aperçoit que dans les 133 pays qui ont été étudiés, les femmes représentent à peu près 36% des élus en moyenne. Évidemment, dépendamment du pays, du continent où on se trouve. Vous ne serez pas étonné que dans à peu près plus de la moitié de ces pays-là, c'est entre 10 et 30%, et dans 15 pays, c'est moins de 10%. Alors, dans les structures, c'est quand même là que les décisions se prennent, dans ces structures formelles de pouvoir. C'est les lois et les règlements, c'est là qu'ils sont décidés sur l'utilisation puis le contrôle des ressources naturelles, et les femmes y sont très peu présentes. Alors évidemment, leurs connaissances, leurs intérêts, leurs priorités sont évidemment pas pleinement pris en compte. Et là, on va se reporter, on a parlé tout à l'heure des COP, dans les grandes rencontres sur le climat. C'est vrai, on voit de plus en plus de femmes qui sont présentes, pas encore suffisamment, mais souvent, ce sont des femmes éduquées, urbaines. Les femmes qui sont issues des mouvements populaires, les femmes rurales, celles qui vivent le plus les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, elles sont le plus souvent totalement absentes. Mais ce sont elles qui, bien souvent, sont dans une première ligne de défense de la terre et de l'environnement. Souvent, elles vont se retrouver dans ce qu'on appelle les espaces parallèles, forums des peuples, qui sont pas nécessairement, qui sont pas nécessairement, mais qui sont évidemment pas des lieux de décision, mais ce sont des lieux quand même de plaidoyer, qui est essentiel. Mais il faut passer à un moment donné du plaidoyer aux espaces de pouvoir, si on veut que les priorités des femmes soient prises en compte. Dès 1992, qui a été quand même un événement charnière, qui est le sommet de la Terre à Rio, qui a donné le ton sur des objectifs de développement durable, on affirmait déjà que les femmes avaient un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement, et que leur pleine participation était essentielle à la réalisation d'un développement durable. Malheureusement, le constat, c'est qu'on en est bien loin encore. On peut, bien sûr, légitimement penser que la gestion des ressources naturelles n'a pas nécessairement à être genrée, c'est-à-dire la perte de la biodiversité, la rareté de l'eau, l'érosion des sols, ça a le même effet sur les hommes et sur les femmes. Non, on en a parlé tout à l'heure, Marie-André l'a souligné. Les femmes et les hommes ont des rôles différents, des responsabilités différentes, des connaissances différentes en ce qui concerne l'environnement. Leurs perspectives puis les priorités que la population apporte sont différentes, puis leur perception aussi des risques va être différente. Alors, évidemment, l'absence des femmes dans tous ces espaces-là, on voit juste un côté de la médaille, finalement. On a une seule perspective. On a une vision en tunnel, qui est la vision des hommes. Et c'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de favoriser et de mettre des efforts encore plus grands pour qu'on ait une gouvernance plus inclusive, pour que l'ensemble de la société participe pleinement à la protection de l'environnement. Ça veut dire les femmes, mais ça veut dire aussi les jeunes, ça veut dire aussi les personnes handicapées, ça veut dire toutes les personnes qui sont bien souvent exclues. Mais au premier chef, évidemment, les femmes qui représentent 50% de la population. Beaucoup de lois, de décisions, des règlements, des ententes qui concernent les ressources naturelles vont avoir des impacts excessivement négatifs sur la vie des femmes. Quelques exemples. Il y a eu des analyses qui ont été faites dans les pays et les régions où les industries extractives, les mines, la forêt, sont en général bien implantées avec l'aval
souvent la complaisance des gouvernements. C'est aussi des lieux qui donnent lieu souvent à de la corruption, de l'impunité. Bon, on a fait des études comme quoi la violence sexuelle et physique envers les femmes augmente considérablement quand une mine s'installe dans un territoire. On appelle, ici on connaît moins ça, mais dans le sud on connaît beaucoup ça, l'accaparement des terres, qui fait que, par exemple, des pays vont louer parce qu'ils n'ont plus le droit de vendre, mais vont louer sur des très, très grandes périodes, 50 ans, 100 ans, 99 ans, ils n'ont pas le droit de louer plus que 99 ans, des grandes portions de terre à des pays étrangers ou à des sociétés étrangères pour produire bien souvent de l'éthanol, la production de biocarburants. Alors, les femmes qui sont en général responsables de la production de la nourriture, se retrouvent finalement désavantagées parce que c'est elles qui sont expulsées de ces terres-là qui vont servir à strictement la monoculture. Et on sait que la monoculture, ce que ça fait, c'est que ça dégrade encore plus les terres. Le déboisement, la rareté de l'eau, du fait que les femmes sont en général responsables dans les pays du Sud de l'approvisionnement en eau et en bois pour la cuisine et pour les tâches, les besoins, les différents besoins de la famille, dans certaines régions du monde, ça peut prendre jusqu'à 20 heures par semaine pour les femmes juste pour aller ramasser le bois. Au Tchad, c'est un peu la situation. Alors, plus il y a du déboisement, les femmes et en général, le déboisement s'accompagne d'une plus grande pénurie d'eau. Les femmes doivent parcourir de plus en plus de grandes distances qui, en plus de leur prendre du temps, les exposent aussi à des dangers parce qu'elles partent seules ou elles partent avec les jeunes enfants pour aller chercher l'eau. Donc, elles peuvent être victimes de viols, d'agressions. Elles sont souvent très fatiguées. Elles ont des accouchements précoces, des fausses couches. Et souvent, les filles vont être déscolarisées plus rapidement parce que la mère de famille doit avoir de l'aide pour aller chercher les ressources dont elles ont besoin. Souvent, malheureusement, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'opportunité d'emploi pour les femmes en milieu rural, elles vont souvent travailler dans des milieux non sécuritaires, par exemple, dans les mines artisanales, qui sont très nocives pour l'environnement, mais aussi qui sont des lieux de danger réel d'intégrité à leur santé physique. Évidemment au Canada, mais beaucoup dans le Sud, il y a un retour à la propension de favoriser des grandes exploitations agricoles où les femmes n'ont pas accès parce qu'elles n'ont pas accès au crédit. Donc, leurs petites terres sont finalement détruites et fait en sorte que leur accès possible ou potentiel à une activité agricole est compromise. Malheureusement, même si souvent on ne veut pas le croire, il y a encore très souvent que les femmes reçoivent des mauvaises terres dans les communautés parce qu'elles ne sont évidemment pas partie prenante de la distribution des terres dans certaines communautés rurales. C'est les chefs de village qui décident. Alors souvent, les femmes vont être léguées dans des petits bouts de terre pas trop rentables, mais elles y investissent tout leur cœur, leur énergie, et quand ces terres-là deviennent plus rentables, c'est les hommes qui finalement les reprennent. Il y a aussi, on n'y pense pas souvent, mais les femmes sont aussi beaucoup responsables de la santé physique de leur famille. Et pour ce faire, elles utilisent beaucoup les plantes médicinales. C'est souvent c'est un savoir qui est transmis de mère en fille. Et le déboisement fait en sorte que beaucoup de plantes médicinales disparaissent avec le déboisement de grandes régions. Donc, elles se retrouvent finalement avec un déficit pour pouvoir
soigner leur famille. Et finalement, peut-être un des éléments les plus importants, c'est que le fait que la dégradation des milieux, les changements climatiques exercent une très forte pression sur les familles, qui fait en sorte que souvent les époux quittent la famille pour aller chercher un emploi en ville, par exemple, et laissent les femmes finalement en charge de toute la famille. Donc, une responsabilité supplémentaire qui leur incombe. Et là, je voudrais peut-être être un peu dans le positif et dans les solutions. Je vais prendre encore quelques minutes. On a parlé, on parle souvent, il y a des quotas finalement pour que les femmes participent aux instances de décision, mais ce n'est pas juste les quotas qui vont favoriser que les femmes participent. Il faut leur donner des conditions minimales pour qu'elles puissent participer réellement. Et ça passe par, entre autres, diminuer la charge de travail des femmes. Les femmes ont des journées excessivement remplies. Puis là, en plus, on leur dit, là, il faudrait que tu viennes à des réunions, il faudrait que tu viennes à des assemblées, il faut qu'on te consulte. Mais si on ne diminue pas leur charge de travail, elles ne pourront pas plus y aller. Ça fait que ça passe aussi par des politiques de planification familiale pour éviter que les jeunes filles se retrouvent enceintes à 16 ans, puis qu'à 30 ans, elles aient 6 enfants à nourrir à la maison. Alors, il faut travailler là-dessus. Et en même temps, il faut travailler aussi à la conscientisation des hommes pour le partage des tâches domestiques. Sinon, c'est voué à l'échec, les femmes ne pourront pas participer. Il faut aussi favoriser des espaces de participation qui sont sécuritaires. C'est Rively tout à l'heure qui disait que les femmes se font quelquefois dire où est-ce qu'il est le boss, c'est le boss qui doit décider. C'est un peu, ce genre d'intimidation-là ne fait pas en sorte que les femmes vont être très à l'aise de continuer. Il y a souvent aussi des blagues sexistes qui sont dites. Il peut y avoir aussi de la violence. Fait qu'il faut que ce soit des espaces sécuritaires. On ne fait pas ça des réunions à 7-8 heures le soir quand c'est dangereux pour les femmes de sortir de leur maison, surtout dans certains pays. Il faut aussi que les espaces soient adaptés au niveau de scolarité des femmes. Ça ne donne rien d'aller dans des grandes rencontres où les femmes ne sont même pas capables de comprendre ce qui se passe. Fait qu'il faut leur donner il faut absolument travailler à adapter ces espaces-là. Il faut aussi que ce soit donné dans la langue qu'elles maîtrisent. Dans plusieurs pays, les femmes ne parlent pas nécessairement ni le français ni l'espagnol. Si je parle du continent d'Amérique latine, elles parlent leur langue autochtone. Fait que si tout se passe toujours dans la langue des gens scolarisés, évidemment, elles ne peuvent pas participer. Puis, il faut qu'elles puissent amener leurs enfants aussi, parce qu'elles ne peuvent pas toujours laisser les enfants à la maison. Ça fait qu'il faut qu'il y ait un espace aussi pour que les enfants puissent être avec elles. Il faut qu'on l'accepte que les femmes puissent être là avec leurs enfants. Il faut aussi, il y a tout un travail de sensibilisation des hommes en général, mais des chefs de village, des maires, des ministres, des responsables des ministères pour qu'on prenne en compte les idées des femmes, qu'ils apprennent à les écouter, à accepter leur point de vue. On ne peut pas juste dire aux femmes, il faut que tu dises ce que tu veux, mais si personne ne les écoute, disons que la prochaine fois, elles risquent de se taire. Mais pour ça, il faut aussi renforcer la confiance en soi des femmes, valoriser leurs apports, leurs savoirs qui sont tout aussi importants. Et il faut remettre en question les règles et les pratiques socioculturelles, sexistes, dont les femmes font les frais en général. Parce que tant qu'on ne changera pas ça, tu as beau avoir toutes les belles lois possibles et hyper équitables, ce n'est pas vrai que si les pratiques au sein de ta communauté continuent à être sexistes, ça ne changera évidemment rien. Il faut aussi adopter des lois pour que les femmes accèdent à la propriété. On calcule qu'à peu près, il y a entre 5 et 13% des femmes qui appartiennent aux femmes, des terres qui appartiennent aux femmes. Fait que c'est sûr que quand tu n'as pas accès à la terre, c'est sûr que tu ne seras jamais pris en compte pour faire des lois sur l'agriculture, par exemple. Parce qu'on consulte les gens qui sont les propriétaires.
Si les femmes ne sont pas propriétaires, elles ne seront jamais écoutées. Puis pour finir, sur une note plus positive, positive, ça dépend, parce que ce n'est pas toujours évident. Je pense que les femmes peuvent évidemment faire partie de la solution. Toutes les femmes, dans toute leur diversité, peuvent faire partie de la solution pour la protection de l'environnement. Et il faut, je pense, rendre hommage à toutes les femmes qui se sont engagées dans la lutte pour la défense de l'environnement partout sur la planète. Malheureusement, plusieurs ont payé de leur vie cet engagement-là. Elles sont intimidées, leur intégrité physique est mise en péril, leurs familles sont menacées, mais elles continuent à lutter. Je pense que c'est important de leur rendre hommage. Je vous invite à aller voir les prix Goldman pour l'environnement qui existent depuis 1990, qui sont donnés à 6 personnes par année qui luttent pour l'environnement et qui représentent tous les continents. On va regarder dans les années 90, il y avait peu de femmes. Dans les dernières années, il y avait souvent une majorité de femmes. En 2020, elles étaient 5 femmes sur 6 qui ont été reconnues pour leur défense de l'environnement. Alors, on peut aller voir, il y a leur biographie, souvent il y a une petite vidéo. Alors, je vous invite à aller voir sur le site des prix Goldman. C'est inspirant pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Linda. C'est super. Je voulais justement poser la question là, un peu plus loin. La question, est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer au niveau sociétal pour susciter par la suite la pleine participation des femmes dans les sphères de gouvernance? Puis, c'est un peu ça que tu abordais, puis je trouvais ça super intéressant. Par exemple, avec l'exemple du partage des tâches domestiques. Donc, on sait qu'au Canada, les femmes passent plus de temps là, en moyenne à faire des tâches non rémunérées. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, souvent, ça veut dire que les femmes, leur action va être dépolitisée, va être plus investie dans la sphère privée que dans la sphère publique. Donc, je trouvais ça super intéressant. Merci beaucoup. Puis merci pour les pistes aussi de solutions, de renforcer la confiance en soi des femmes, adopter des lois pour l'accès à la propriété et tout. Là. Merci pour tout ça. Donc, merci à vous 3 pour vos interventions. Ça nous a donné accès à votre expérience, vos connaissances. Ça a été super enrichissant. Je pense que tout ça, ça nous rappelle la nécessité d'une transition écologique qui est juste et féministe, la nécessité d'une participation équitable aussi, du leadership des femmes dans les espaces décisionnels liés à la transition, d'où l'importance d'encourager la participation des femmes dans la prise de décision à tous les niveaux. Puis d'éduquer aussi, je repense à l'intervention de Marie-André, d'éduquer sur les intersections entre le genre, entre les conséquences des changements climatiques, éduquer autant la population que les décideurs et puis les groupes. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions du public, donc peut-être que si vous êtes à l'aise, s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez nous partager, que vous ne nous avez peut-être pas partagé tout à l'heure parce que j'avais dit 15 minutes, mais s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez nous partager, c'est peut-être des choses que vous avez entendues chez les autres panélistes qui ont suscité des choses en vous. Si vous voulez renchérir aussi sur des éléments qui ont été apportés par les autres, je vous laisserai y aller. Je peux prendre la parole, là? Marie-André, tu veux y aller? Non, allez-y, allez-y. OK, d'accord. Merci. Je voulais juste dire que les interventions de Marie-André et aussi Linda étaient vraiment constructives. On voit bien qu'on a cette problématique générale, que ce soit au niveau mondial, au niveau municipal, niveau régional, niveau local. Ça me fait penser à un point important que j'aimerais souligner et j'aimerais ça que les gens le sachent. Aujourd'hui, quand on parle des effets de pesticides, disons, sur déjà les humains et aussi, on va dire sur les consommateurs, on parle des effets sur les consommateurs, ça commence à se parler vraiment. Mais au départ, il faudrait qu'on sache que c'est les femmes qui ont soulevé cette problématique pour la première fois. Donc, voilà, ça existait probablement,
mais ça n'avait jamais été perçu ni soulevé. C'est des femmes conseillères agricoles, les premières, on va dire, les pionnières, comme on dit, conseillères agricoles en France, dans la filière viticole. Une filière, qu'on le sait, qui consomme beaucoup de pesticides, qui ont remarqué que quand elles faisaient les descentes sur le terrain et que l'agriculteur ou l'agricultrice avait pulvérisé ou des affaires comme ça, elles avaient des malaises et certaines ont même eu des fausses couches. Donc, du coup, elles ont ramené ça de façon très discrète à leurs collègues conseillers hommes. Est-ce que vous vivez les mêmes situations et tout ça a commencé à se parler dans les chambres d'agriculture en France. Et ça a même fait l'objet d'une publication scientifique par la suite, dont un chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique à Paris s'y est penché, justement pour étudier profondément la question et faire une publication officielle, scientifique et officielle à accès libre d'ailleurs. Donc, je dis, c'est tellement important de considérer l'aspect genre dans les luttes climatiques parce que finalement, ça enrichit et ça soulève, c'est pas conflictuel avec ce qui est déjà, mais c'est complémentaire et ça soulève des enjeux que peut-être l'autre groupe ne voit pas. Et j'ai aussi aimé cette politique de la ville de Montréal, mais c'est quelque chose à encourager et c'est la direction que de mon humble avis, il faudrait aller vers là. Il faut considérer l'aspect non seulement, disons le genre, je dirais c'est trop global. Moi, je vais aller avec les mots terre à terre, là. Il faut considérer la race, le sexe. Donc, parce que pour moi, le genre est construit sur le sexe, c'est une construction sociale. Hein. Donc, pour moi, il faut aller avec le sexe, le genre et la classe. Il faut les trois ensemble. On l'a mentionné tantôt, ça s'est dit dans nos... oui, c'est ça, autrement dit, mais en des mots plus simples. Moi, je suis le genre de chercheurs qui aiment utiliser des mots simples pour que les gens le comprennent. Je n'aime pas garder le savoir dans la tour ivoire universitaire. Donc, c'est pour ça que j'utilise les mots terre à terre, parce que tout à l'heure, on disait les femmes ethnicisées, racisées, n'ont pas la même... n'ont pas le même rapport aux conséquences des changements climatiques que d'ailleurs les femmes des classes bourgeoises, moyennes, pauvres. Donc, on a la classe qui influence, on a le sexe en tant que femme qui influence et on a la race aussi qui influence dans tout ça. Donc, j'aime bien que nous trois, on s'aligne vers cette direction-là. Et pratiquement pratique, je m'aligne derrière Linda pour dire que oui, des actions peuvent se faire. Pourquoi est-ce que, la question que je poserai, je laisse ouverte, pourquoi est-ce que à McGill, je ne vais pas aller loin, je reste au Québec, pourquoi à McGill et à Laval, l'Université Laval, McGill ici à Montréal et l'Université Laval à Québec, on remarque que dans les facultés d'environnement et d'agriculture, on a plus de femmes que d'hommes. Certaines filières ont plus de femmes que d'hommes. Mais dans les instances, finalement, de prise de décision environnementale, pourquoi il n'y a pas, finalement, elles partent où après leur formation? Mais je laisse la question ouverte. C'est quoi? Elles se reconvertissent dans notre métier? Est-ce qu'elles sont là, restent dans l'invisibilité? Qu'est-ce qui arrive? Et Linda? Oui, j'aimerais ça revenir juste sur la dernière question de Rivelli. On a travaillé, on vient de terminer deux grands projets au Pérou et au Nicaragua de formation agricole où on s'était donné un but d'avoir à peu près 30 de jeunes femmes qui participeraient au programme de formation agricole. En étant relativement conservatrice, disons. Et on a été très agréablement surprise de voir qu'il y avait plus de 50 des jeunes inscrits au parcours agricole qui étaient des jeunes femmes. Et en discutant beaucoup avec elle, elle nous disait qu'elle s'était inscrite parce que, d'une part, ce sont des femmes agronomes qui sont allées dans les villages pour parler du programme. Fait qu'elles ont pu les voir comme étant des modèles potentiels pour elles. Et je pense que ça, c'est excessivement important. Puis
Puis dans les instances de gouvernement aussi, c'est la même chose. C'est si tu vois, tu sais, quelqu'un qui te ressemble, ben, ça va te permettre de t'identifier. Et c'est un peu la même chose quand je parle l'importance d'avoir aussi des femmes rurales, pauvres, peu scolarisées dans les grandes instances. Bien, ça permet aussi à d'autres femmes de se dire, ben, moi aussi, je suis capable de le faire. Je pense que c'est excessivement important de donner ces images-là. Puis ces jeunes femmes-là, maintenant, sont capables d'avoir une relation beaucoup plus égalitaire avec leur conjoint. Et elles ont mis sur pied des entreprises, des petites entreprises agricoles de transformation, etc. Et on leur donnait aussi accès à du crédit dans les mêmes proportions. C'est pas juste, parce qu'on le sait, les femmes vont toujours demander moins parce qu'elles veulent être sûres de pouvoir rembourser, puis elles ont de la difficulté à se projeter dans un programme plus grand qu'elles. Et on a beaucoup travaillé pour justement la confiance des femmes est excessivement importante dans ce cadre-là. On va dans n'importe quelle grande conférence, les micros sont accaparés par les hommes parce que les femmes osent moins. Fait qu'il faut donner, tu sais, dans le très concret puis dans le très terre-à-terre, des cours sur la prise de parole. Comment on prend la parole, comment ne pas être intimidé par un micro. C'est niaiseux, là, mais c'est tellement, je le vois même dans mon milieu, des fois, je me dis, ben, pourquoi tu n'es pas allé le dire? Oh non, ben là, je vais bafouiller. C'est tellement épouvantable. Puis c'est pour ça que les femmes ne sont pas très présentes. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse, nous, des efforts supplémentaires pour les amener, leur offrir des modèles de femmes qui le font. Et c'est pour ça, pour moi, c'est si important de rendre hommage à toutes les femmes qui défendent la terre, puis qui sont présentes, puis qui font des projets. Puis il faut le montrer, le travail de ces femmes-là, pour justement susciter des nouvelles vocations. Merci beaucoup, Linda. Merci pour vos échanges. Je céderai peut-être la parole à Marie-André. Vous vouliez dire quelque chose un peu plus tôt? Puis ensuite, on passe aux questions des participants. Exact. En fait, je vais inclure tout ça, mais c'est vrai que la participation des femmes dans l'espace public, c'est vraiment un grand défi. Puis, quand on parle de femmes et gouvernance, c'est ça, c'est la participation des femmes dans l'espace public, quel qu'il soit. Et on implante tranquillement l'alternance au micro, hommes-femmes. Par exemple, on le fait à Projet Montréal. Et des fois, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a 3 hommes prêts à parler, puis il n'y a pas de femmes, puis on est juste comme, des fois, on laisse quelques secondes, tu sais, l'alternance homme-femme. Puis moi, j'essaie de le faire des fois dans des rencontres. Là, quand je donne la parole, je dis à la blague. Il faut que je dise à la blague, sinon j'ai l'air d'une féministe. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent surpris, mais je suis juste comme passer à une femme, puis on reviendra à l'autre homme, puis ils sont surpris. Mais tu sais, je me rends compte que je l'amène tout doucement, puis on est quelques-unes à le faire aussi, tranquillement, mais c'est vraiment tout nouveau pour s'assurer que la parole est entendue. Puis il y avait même la suggestion dans les conseils municipaux d'appliquer l'alternance au micro homme-femme parce que, tu sais, on ne parle même pas là, d'investir les lieux de pouvoir là, dans l'avant-plan, là, juste d'y participer comme spectatrice ou participant actif qui va prendre la parole, puis c'est déjà un grand défi. Et puis moi, je me souviens encore de quand j'ai commencé à vouloir m'engager en politique, la première fois que je suis allée au micro poser une question à mon conseil d'arrondissement à Verdun, je ne l'oublierai jamais. Là, j'ai trouvé ça tellement difficile là, de me dire je ne suis pas au courant, est-ce que ma question est stupide ou on va me dire cette personne-là est pertinente. Et que, tu sais, ça teinte complètement. Là, depuis que je suis élue, je n'ai jamais oublié ça. Chaque fois que quelqu'un vient au micro, j'ai tellement d'empathie. Puis ce que j'allais dire au départ par rapport au thème de notre soirée, qui est femmes et gouvernance climatique, mais pour moi, c'est tellement avant tout juste femmes et gouvernance parce que c'est tellement, en ce moment, juste tellement pas acquis. Tu sais, moi, j'ai été élue en novembre 2021. Je suis la première femme élue à la mairie de Verdun.
un arrondissement de 70 000 habitants. C'est pas c'est la première femme élue, ça a été fondé en 1875. La première femme, je suis la première mairesse élue. La première femme élue, c'était en 1985. C'était en 1985 une échevine, il n'y avait même pas de terme féminisé. Puis en anglais, c'était alderman. Et puis, quand je vois des aînés là, dans mon premier mandat avec mon collègue, là, ils pensaient que j'étais son mari. Ils ne réalisaient pas qu'on était des collègues. Là. Ça ne fait pas 10 ans de tout ça. Ça arrive encore aujourd'hui. Puis, il n'y a pas de mal à ça. On aurait pu être un couple, mais la perception, ce n'est pas l'inverse. On ne pense pas que c'est moi, je suis l'élu et lui est mon conjoint. Non, c'est lui l'élu, puis c'est moi la conjointe. Fait que on a beaucoup de... Il n'y a rien d'acquis dans ce milieu-là, même dans des villes comme Montréal, très progressistes, où la place des femmes est importante. Fait que puis j'avais le goût de... Je vais terminer parce que j'ai vu des questions dans le claradage qui sont intéressantes. Mais j'ai voyagé en Inde et tout ça. Puis, tu sais, moi, avant d'y aller, je me disais, il y a déjà eu une femme première ministre, Indira Gandhi, puis Benazir Bhutto au Pakistan. Puis je me suis rendu compte, il y a dans certains pays des dynasties politiques. Et on peut penser que parce qu'il y a une femme à la tête d'un pays, que la situation de la femme va être, tu sais, ça veut dire que c'est de la base au sommet, mais ça, j'ai réalisé que ça ne veut pas dire, en fait, c'est vraiment l'émergence d'une vraie émulation des femmes jusque dans les sphères du pouvoir, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut regarder avant tout, et pas seulement les titres, parce que des fois, ça peut quand même être trompeur. Ça ne veut pas dire que la société, en dessous, elle est inclusive et égalitaire. Merci beaucoup, Marie-Andrée, pour le partage. Donc, vous avez raison, il y a des questions qui sont apparues dans le chat. Il nous reste seulement à peu près 13 minutes. Donc, je vous inviterai peut-être à garder vos réponses super concises pour qu'on puisse espérer passer au travers des questions. Donc, la première question posée par Jean-François, pouvez-vous nous donner un exemple de l'utilisation de l'analyse différenciée selon le sexe sur le développement de solutions pour contrer le réchauffement climatique? Marie-Andrée? Oui, moi, je n'ai pas d'exemple comme tel, mais juste avant la rencontre, je lisais dans mes notes que selon certaines études et sondages qu'on remarque dans la lutte au changement climatique, c'est que les femmes semblent privilégier les changements de comportement et style de vie, alors que les hommes vont avoir tendance à chercher la solution technique et technologique. Et moi, ça correspond aussi à certaines de mes observations, mais je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a un certain courant de pensée qui cherche comme la technologie pour séquestrer les gaz à effet de serre, pendant que d'autres se disent non, il faut changer nos habitudes, parce que c'est la lutte au changement climatique, c'est les GES, mais je pense aussi que c'est notre empreinte écologique, c'est notre utilisation des ressources. Puis ça, il y a des limites à aussi se fier à la technologie. Donc, il y a comme je pense qu'il y a une approche qui peut peut-être être différenciée dans la recherche des solutions pour la lutte au changement climatique. En tout cas, ça, c'est mon petit point d'observation. Merci. Je ne sais pas si une de vous souhaitez réagir. En tout cas, ça... Oui, Félix? Oui, moi, je vais juste compléter en disant que cette analyse-là, on peut ne pas la voir en termes de genre aussi, mais plutôt en termes de compétences. En complément, donc en complément à l'aspect genre, on peut voir l'aspect compétences finalement techniques, puisqu'on ne veut pas tomber dans les stéréotypes selon lesquels les femmes seraient plus, je dirais, sensibles. Elles sont sensibles, c'est vrai, mais on a des femmes en sciences, on a des femmes ingénieurs, on a des femmes présidentes des entreprises de IT qui ont construit des drones, qui ont innové dans le domaine agricole. On a des femmes à la NASA, on a des femmes, on a Julie Payette ici au Canada qui est allée sur la Lune, qui est astronaute. Donc, ces approches-là, je les verrais en termes de compétences, en termes aussi de compétences techniques et compétences sociales aussi. Donc, les deux imbriqués ensemble
et indépendamment justement du sexe finalement. Super, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, la réponse de Marie-André plutôt répondait à la deuxième question de Jean-François. J'espère que vous êtes satisfait, Jean-François. Prochaine question, comment améliorer l'agriculture de façon durable? Donc, comment continuer à se nourrir sans nuire à l'environnement? Peut-être je laisserai Linda ou Rivélie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup de pays qui vont adopter des pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie, comme on disait, question de diversifier. Je pense qu'il y a moyen de continuer à faire de l'agriculture de façon durable. On ne peut pas juste dire non, on n'en fait plus, puis on va se nourrir de, je ne sais pas quoi, là, des pilules qui existeraient. Je pense qu'il y a plein d'exemples un peu partout sur la planète, ici aussi d'ailleurs, de gens qui développent des façons un peu différentes, qui reprennent des façons traditionnelles aussi, des méthodes ancestrales. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout, nous, on travaille beaucoup à faire en sorte on appelle ça la rencontre des savoirs paysans et des savoirs techniques. Je pense que les deux sont essentiels. Il y a des savoirs ancestraux qui peuvent nous donner énormément de leçons, mais il faut aussi les coupler avec une connaissance plus pointue de la situation environnementale actuelle. Les changements climatiques, ce n'est pas anodin, ça ne va pas tout d'un coup disparaître. Fait qu'il y a quand même, comme disait Rivélie, des compétences techniques qu'il faut aller quand même chercher, mais il faut aussi écouter les populations. Puis je pense qu'il y a plein d'exemples là, de pratiques agricoles qui sont durables. C'est juste que ce n'est pas nécessairement celles qui sont valorisées pour le moment dans les grandes, dans les lois et dans les règlements, mais si on laisse un peu plus de place au niveau local, je pense que ça émerge. Moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus du tout. Moi non plus, je rejoins Linda, juste pour dire qu'ici au Québec, par exemple, on est innovateur au niveau canadien avec le MAPAC, le Fonds de recherche du Québec, Université Laval, l'UQAM. Il y a un gros projet qui a été démarré en janvier sur l'agriculture durable, dans un réseau québécois d'agriculture durable qui s'est créé. C'est le premier à l'échelle canadienne. Et justement, c'est les politiques qui commencent à réfléchir aux alternatives. C'est une équipe de chercheurs de toutes les universités qui vont mettre sur pied des stratégies plutôt scientifiques et tout, qui finalement pourront être accessibles à la population. Donc, il y a des processus. On commence par la recherche. Quand on veut améliorer un système de ce genre, souvenez-vous, si on rentre un peu dans l'historique, l'agriculture intensive qu'on redoute tant aujourd'hui avait reçu beaucoup d'investissements après la Deuxième Guerre mondiale. La recherche s'y était investie jour et nuit parce qu'il fallait produire abondamment. L'innovation technologique était au rendez-vous, mais on va faire pareil. Donc, si on veut rentrer vers un système d'agriculture plus durable, on réinvestit dans la recherche un peu comme les gouvernements le font. Ce n'est pas assez rapide à mon goût, ce n'est pas assez rapide à votre goût. C'est pas rapide au goût de tout le monde, de personnes, mais on apprécie les petits pas, un pas devant l'autre. Et voilà, en Ontario, ils font pareil aussi. J'ai appris il n'y a même pas 2 semaines, l'Université de Guelph a reçu un financement de l'OMAFRA, justement pour voir comment on peut mettre les acteurs ensemble en Ontario pour réfléchir à l'amélioration, à la durabilité de l'agriculture ontarienne. Donc, ça bouge. Peut-être pas comme il faut, mais c'est par là qu'il faut commencer. L'État décide, la recherche s'y met, comme elle s'y est mise après la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Et l'espèce humaine est très intelligente. Je ne doute pas en sa capacité de trouver des solutions aux enjeux agricoles et climatiques qu'on a actuellement. Merci beaucoup, Linda Rivelli.
Il nous resterait du temps pour deux dernières questions. Donc, je vais en poser une prochaine. Sur la sphère internationale, avez-vous espoir sur la continuité de l'intégration de genre, entre parenthèses, et de l'intersectionnalité dans les politiques de développement alors que les instances multilatérales comme l'ONU semblent perdre leur pouvoir de convaincre? Je vais répondre à cela. Oui. C'est sûr qu'on est dans une période où on se dit, mon Dieu, qui mène le monde vraiment? Est-ce que ce sont les instances internationales ou les grandes corporations et certains pays? On est en pleine guerre présentement avec l'Ukraine. Oui, il y a une perte de pouvoir de la part des grandes instances. Il faut continuer malgré tout à se battre. Je suis une éternelle optimiste en général. Je pense qu'il faut continuer, mais oui, il y a énormément de dangers, il y a énormément de limites. Il y a des pouvoirs qui s'affrontent et qui ne sont pas nécessairement pour le bien commun. Mais il faut continuer. Il faut que chaque personne fasse des choix aussi. C'est pas juste, comme on disait, c'est pas juste à l'agriculture de changer, c'est aussi aux consommateurs et à la consommatrice de changer. Si on continue à vouloir manger, comme on dit toujours, l'exemple parfait des fraises en hiver, bon, je sais qu'il y a maintenant un projet de serre d'hiver, de ferme d'hiver au Québec. Ben, c'est sûr que si on ne fait pas des choix nous-mêmes, ben, il n'y a jamais rien qui va changer. Puis si on continue à délégitimiser les grandes instances internationales, mais je pense qu'il faut reprendre le pouvoir, comme on disait, petit pas à petit pas, du local au régional, au national, au supra. Mais on est pris avec ça. Oui, je vais compléter. Je vais compléter en disant justement que c'est la demande qui induit l'offre et non le contraire. Donc, nous sommes le produit de ce que nous voulons être, en fait. Donc, si on veut être à la mode, voilà, on veut mettre tout ce qui sort de très beau et de nouveau, ben, écoutez, il y a des industries en Chine, il y a des industries au Cambodge et tout ça qui exploitent les travailleurs pour nous mettre à la mode. Donc, voilà. Et aussi, au point de vue consommation, ben, on peut faire les choix locaux. Ben, au Québec, par exemple, moi, j'aime toujours aller à côté de moi. Ben, il y a beaucoup de marchés publics. On aura beau accuser les politiques, là, mais ils font des efforts. La ville de Montréal, par exemple, fait des efforts que j'apprécie beaucoup à subventionner les marchés publics un peu partout. Mais qui fréquente les marchés publics? On ne le fait pas. C'est une chance d'aller à la rencontre du producteur, de la productrice, de parler avec elle. C'est quoi tes méthodes de production? Qu'est-ce que tu mets dedans? Et comme tu disais tantôt, Linda, mais les fraises parfaites, manger la nourriture qui vient des milliers de kilomètres, qui porte l'empreinte comme Marie-André le signalait tantôt, l'empreinte écologique. Donc, je pense que si on voit qu'on perd la confiance au niveau international, n'oublions pas que chaque petit pas au niveau local compte, chaque petit pas au niveau municipal compte. La ville de Montréal va peut-être devenir un exemple, mais parce qu'au niveau municipal, il y a cette volonté de changer, cette volonté d'intégrer les politiques. Il y a les politiques internationales, mais les politiques locales, municipales ont toujours un pouvoir citoyen. Nous, citoyennes, citoyens, avons un pouvoir. Utilisons ce pouvoir pour commencer à changer à la base. Donc, c'est ce que je pouvais apporter comme appui. Merci. Merci beaucoup, Rivélie. Eh bien, il est 8h29. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, si ça vous convient. Donc, je vous remercie, mesdames, pour vos échanges, vos partages. Ça a été super inspirant. Merci aux participants, au public pour votre présence et votre participation. Et puis, profitez bien du reste de la fin de votre soirée. Merci beaucoup.